Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, presque intimidant, la beauté. Et pour ça, notre point de départ est pour le moins original. On n'a pas une pile d'articles, non, mais un unique et très court aphorisme. Quelques lignes, tirées d'un vieil ouvrage sur la sagesse. C'est un exercice que j'adore. Le défi, c'est de décompresser une pensée qui a été hyper condensée. Chaque mot est pesé, chaque image est choisie. On va voir qu'il y a de quoi discuter pendant des heures à partir de 3 phrases. C'est exactement l'idée. Voir comment cette pensée ciselée il y a peut-être 2 siècles résonne encore. Alors allons-y, l'auteur lance sa réflexion avec une comparaison assez directe. Il dit « La beauté est analogue en partie à la santé ». Quand on lit ça comme ça, où est-ce qu'il veut en venir ? C'est un point de départ très malin, parce qu'il nous met tout de suite sur un terrain qu'on connaît. Santé, beauté. Dans les 2 cas, on parle d'états qui sont positifs, désirables. Ce sont des sortes de cadeaux, des choses qu'on a la chance d'avoir. On dit la chance d'être en bonne santé, comme on dit le don de la beauté. C'est pas quelque chose qu'on acquiert par le mérite, quoi. C'est une loterie. D'accord, je vois le parallèle. C'est une prédisposition, mais il prend bien soin de dire « en partie ». C'est cette nuance qui doit être la clé. Où est-ce que la comparaison s'arrête pour lui ? C'est là que tout bascule dans sa pensée. La santé, c'est avant tout une condition interne. C'est le bon fonctionnement de nos organes. On peut être en parfaite santé pour soi-même, de manière totalement privée. La beauté, selon lui, c'est tout l'inverse. Elle n'a de valeur que dans le regard des autres. Attendez, ça c'est une idée assez radicale. Ça veut dire que je peux me sentir en bonne santé tout seul chez moi, mais je peux pas me sentir beau tout seul. Ma propre perception de ma beauté, elle compte pas d'après ce texte. C'est exactement la provocation de l'auteur. Dans sa logique, la beauté n'est pas une sensation interne, un bien-être personnel. C'est un pouvoir qui n'est s'active que quand il est validé par un regard extérieur. La santé est un état pour soi, la beauté est un état pour autrui. Et cette distinction, ça change tout, surtout dans le rapport au bonheur. Justement, il y vient, il dit que la beauté ne contribue qu'indirectement au bonheur. Ça va à l'encontre de tout ce que notre époque nous martèle. On nous vend l'idée qu'être beau ou belle, c'est la voie royale vers le bonheur. Lui, il dit indirectement. Indirectement, oui. Parce que le plaisir ne vient pas de la beauté elle-même, mais de, et je le cite, l'impression qu'elle produit sur les autres. La source de la joie, c'est pas le reflet dans le miroir, c'est le reflet qu'on voit dans le regard de l'autre. La beauté n'est pas une fin en soi, c'est un outil de séduction sociale. Son pouvoir est relationnel. Ce qui, si on y réfléchit, rend ce bonheur incroyablement fragile. Si mon bien-être dépend de l'impression que je produis, alors il ne m'appartient plus. Je le mets entre les mains des autres. Extrêmement fragile. Il devient dépendant des modes, des goûts, de la jalousie, de l'âge. C'est un bonheur qui est externalisé. L'auteur nous dit en fait que la beauté, en soi, c'est juste une coquille vide. C'est le pouvoir social qu'elle nous donne qui, peut-être, peut nous ouvrir des portes vers des situations heureuses. Mais la source n'est pas en nous. Parce qu'il semble un peu daté, mais il est très révélateur. Il précise que tout ça vaut même pour le sexe masculin. Pourquoi il a besoin de dire ça ? Ça nous plonge directement dans son époque, non ? Absolument. C'est une petite phrase qui est une véritable machine à remonter le temps. Elle nous dit qu'il écrit dans un monde où la beauté, c'est avant tout une affaire de femmes. C'est leur atout, leur préoccupation. La beauté d'un homme, c'est un sujet secondaire, voire incongru. En ajoutant « même » pour le sexe masculin, il fait un geste très moderne pour son temps. Il dit « Attention, ne vous y trompez pas, ce mécanisme social que je décris est universel. » Il sort d'un cliché de genre. Exactement. Pour en faire une observation sur la nature humaine. Que l'on soit un homme ou une femme, le fait d'être perçu comme physiquement agréable change la manière dont les gens nous accueillent. C'est ça, il dit que le préjugé favorable lié à l'apparence, c'est un mécanisme humain fondamental. Ça transcende les genres. C'est une observation sur la condition humaine, pas sur une condition féminine. Et c'est là qu'il sort son image la plus forte, le véritable cœur du texte. Pour illustrer cette puissance sociale de la beauté, il a une métaphore que je trouve géniale. Il écrit « La beauté est une lettre ouverte de recommandation qui nous gagne les cœurs à l'avance ». Ah oui, c'est une formule d'une justesse redoutable. Si on la décompose, une lettre de recommandation. C'est un document qui parle pour vous, qui crée un a priori positif avant même que vous ayez eu à faire vos preuves. Elle dit aux autres, cette personne est digne de confiance, digne d'intérêt. Et la beauté, nous dit-il, ça fonctionne pareil. Ça nous donne un avantage injuste dès le départ. Et le mot « ouvert » est capital.
Ce n'est pas une lettre cachée, lue par un recruteur. Elle est visible par tout le monde, tout le temps. C'est un peu comme avoir un profil LinkedIn parfait épinglé sur son front en permanence. C'est une excellente analogie moderne, Lilia. Le fait qu'elle soit ouverte, ça signifie que son message est instantané, universel, et ne demande aucun effort de lecture. C'est une communication qui est pré-rationnelle, en fait. On n'a pas besoin de réfléchir, on est immédiatement influencé. Pour aboutir à cette conséquence, elle nous gagne les cœurs à l'avance. C'est une force de séduction passive. Elle n'argumente pas, elle charme. Elle prédispose les gens à être bienveillants, à nous pardonner plus facilement nos erreurs peut-être. Exactement. C'est comme commencer une partie d'échecs avec une reine d'avance. Et les implications sont énormes. Ça veut dire que la beauté est une forme de privilège, un capital de départ qui n'est basé sur aucun mérite, une clé qui peut ouvrir des portes sans qu'on ait rien demandé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un fardeau? Une lettre de recommandation aussi élogieuse, ça crée des attentes. Si on vous présente comme un génie, vous avez intérêt à être brillant. Si votre apparence promet beaucoup, la déception peut être d'autant plus grande si le fond ne suit pas. C'est tout le revers de la médaille. Ce privilège peut se transformer en une pression immense. La pression de devoir constamment être à la hauteur de l'image qu'on projette, de devoir justifier cet a priori positif qu'on n'a pas gagné. Il y a une solitude qui peut naître de ça. Être aimé pour ce qu'on paraît être et pas pour ce qu'on est. L'auteur, pour asseoir son argument, ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à sa propre métaphore. Il va chercher une caution quasi divine, une référence antique. Il cite Homère. Et là, on change complètement de registre. On bascule, oui. On quitte l'analyse sociale pour entrer dans le sacré, le mythologique. C'est une manière de dire à va-va, ce que je vous décris, ce n'est pas une simple observation de salon, c'est une vérité aussi vieille que le monde. La citation d'Homère, c'est « Il ne faut pas dédaigner les dons glorieux des immortels, que seuls ils peuvent donner et que personne ne peut accepter ou refuser à son gré. » Les dons glorieux des immortels. On n'est plus du tout dans une discussion sur le CV ou le profil LinkedIn, là. Là, la beauté devient une manifestation divine. C'est une sacralisation. Dans la vision du monde grec, les dieux distribuent les destins et les attributs. La beauté est l'un de ces dons. Et il est qualifié de glorieux, ce qui lui donne une valeur qui nous dépasse. C'est comme si un fragment du divin était tombé sur un mortel. On pense à Hélène de Troie, dont la beauté est une force de la nature qui déclenche une guerre et dépasse les catégories humaines du bien et du mal. Et la suite est tout aussi puissante, que personne ne peut accepter ou refuser à son gré. C'est une vision très fataliste. Très fataliste et très grecque. Ça renforce l'idée que la beauté est complètement hors de notre contrôle. On ne la choisit pas, on ne la mérite pas, on ne peut même pas la refuser. C'est le destin. Ça retire toute notion de fierté pour celui qui la possède et toute notion de honte pour celui qui ne la possède pas. C'est un état de fait imposé par les dieux. Point. Je comprends l'idée dans son contexte antique, mais est-ce que cette vision fataliste n'est pas complètement à l'opposé de notre sensibilité moderne? Aujourd'hui, on parle de se construire, de s'accepter, l'idée que la beauté puisse être travaillée, qu'elle est plurielle. On a l'impression de vouloir reprendre le contrôle, alors que lui nous dit qu'on n'en a aucun. C'est une excellente remarque. Notre époque est marquée par une tension entre deux pôles. D'un côté, on a hérité de cette idée que la beauté est une sorte de loterie génétique, ce qui correspond à la vision de l'auteur. Mais de l'autre, on a tout un courant culturel et commercial qui nous dit que la beauté est un projet, un travail, une discipline, que par le sport, la nutrition, la chirurgie, le style, on peut la sculpter, la conquérir. Ce texte nous force à nous demander, est-ce qu'on se raconte une histoire pour échapper à ce fatalisme qui nous dérange, ou est-ce que l'auteur avait une vision trop rigide? Probablement un peu des deux. Mais revenons à sa conclusion. Après avoir cité Homère, il termine par une sorte de conseil moral. Il ne faut pas dédaigner ses dons. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ne pas être jaloux? Je pense que c'est plus profond que ça. Si la beauté est un don des dieux, une force qui nous dépasse, la seule attitude juste, c'est de la reconnaître. Le dédain, le mépris, ce serait une forme d'arrogance, une rébellion futile contre l'ordre des choses. Ne pas dédaigner, c'est un appel à l'humilité. Qu'on possède cette beauté ou qu'on la contemple chez les autres, il faut accepter sa puissance, la reconnaître comme une carte maîtresse distribuée au hasard et qui redéfinit les règles du jeu. Le parcours est impressionnant en si peu de mots. On part d'une comparaison presque médicale avec la santé, on passe par une analyse sociologique avec la lettre de recommandation, pour finir sur un plan quasi théologique avec les dons des dieux. L'auteur nous a montré la beauté non comme une simple affaire de goût, mais comme une force sociale redoutable qui agit par le regard des autres et nous précède partout.
En résumé, oui, il dépeint la beauté comme une force amorale. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est, tout simplement, une condition qui nous est assignée à la naissance et qui a des conséquences sociales gigantesques. Il la dépouille de toute notion de vertu ou de valeur intérieure. Ce n'est pas une qualité de l'âme, c'est une configuration du corps qui conditionne nos relations dès le premier instant. C'est une vision très lucide et un peu désenchantée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça nous laisse avec une question en suspens, une zone d'ombre dans son analyse. Oui, tout le texte se concentre sur l'effet de la beauté sur les autres, sur son pouvoir externe. Mais il reste totalement silencieux sur ce que ça fait de la posséder, sur l'expérience vécue de l'antérieur. Et ça ouvre sur une dernière réflexion. Si la beauté est un don glorieux des immortels, qu'on ne peut ni accepter ni refuser, est-ce que ce don est toujours un cadeau facile à porter ?